Bem-vindos à conferência sobre a educação de idosos, com o professor Dominique Kern, da Universidade de Haute-Alsace. A presidir esta conferência estará o professor Fernando Costa, nosso colega no Instituto de Educação e vice-presidente da AFIRS de Portugal. Passo para ti, Fernando. Bem, Joana, muito obrigado. Queria cumprimentar todos os presentes. Infelizmente, este ano não podemos estar em Lisboa. De qualquer maneira, estamos a ter uma experiência incrível, tentando tirar partido das tecnologias e continuamos a estar próximos. Em vez da minha pessoa, deveria estar aqui o professor Luís Marmos, que todos conhecem, a presidir esta conferência, mas devido a um problema de última hora não foi possível. O professor Luís Marmos tinha preparado um pequeno texto para fazer a sua introdução, que nós vamos disponibilizar eventualmente aqui no bate-papo, para todos poderem ler as suas palavras. Queria começar por cumprimentar o professor Dominique, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar conosco, agradecer-lhe a sua conferência. O professor Dominique Kern é professor universitário na Université de Haute-Alsace. É doutorado em Ciências da Educação e Formação, responsável também pedagógico pelo mestrado em Ciências da Educação e encarregado de missão do Serviço Universitário de Pedagogia na sua universidade. É membro ainda do Laboratório Interuniversitário de Ciências da Educação e da Comunicação. O professor Dominique é um especialista conceituado na área da educação dos idosos e realiza investigação precisamente nesta área há cerca de duas décadas. Tem muitas publicações neste tema, sobre esta temática, e vários livros e revistas estão disponíveis. Alguns temas da investigação que realiza têm a ver com os aspectos epistemológicos, metodológicos e didáticos da formação de adultos na segunda metade da vida, necessidades de aprendizagem, tipos e situações de formação, aquilo que ele designa de não públicos, mas também nas especificidades da formação nas diferentes fases da vida relacionadas com a formação e emprego dos séniores, educação terapêutica e idade do paciente. São alguns dos temas que fazem parte da sua investigação e que, naturalmente, estarão subjacentes à sua conferência de hoje. Muito obrigado, professor Dominique. Antes de dar a palavra, dizia apenas aos participantes que neste webinar há dois lugares para nós podermos conversar. No bate-papo, que é uma conversação mais informal entre os participantes, e depois num linkzinho que têm chamado QIA para colocarem as questões. Portanto, pedíamos, por favor, que se tiverem questões concretas a colocar ao professor Dominique, às quais ele poderá responder no final desta conferência, as colocassem não no bate-papo, mas no link designado de QIA, por favor. Então, professor Dominique, mais uma vez, muito obrigado e agora sim vou-lhe passar a palavra. Por favor. Voilà, voilà, je commence, c'est OK? D'accord, très bien. Donc, comme je ne maîtrise pas très bien, voire pas du tout le portugais, donc je ne suis pas tout à fait certain de ce que vous avez dit, mais je vous remercie voilà, pour l'introduction. Donc, voilà, bonjour mesdames, messieurs. Donc, les conditions de cette conférence sont inhabituelles, hein, enfin, mais effectivement, depuis bientôt un an, le distanciel donc, est devenu notre mode de fonctionnement normal donc, à l'université et pas seulement. Et donc, même si nous nous trouvons à des milliers de kilomètres de distance, hein, j'ai le grand plaisir de tenir cette conférence. Et donc, c'est un honneur pour moi d'intervenir dans ce 28e colloque de la FIRS
donc à Lisbonne, et je regrette de ne pas pouvoir être chez vous. Donc, je remercie le comité scientifique et les organisateurs pour l'invitation. Voilà. Merci à Carmen Cavaco pour l'accompagnement et dans la préparation de cette séance à distance, qui s'est très, très bien passée. Et merci aussi à Fernando Costa pour cette introduction et qui a remplacé en pied levé Louis Marmos qui avait un problème de santé, donc j'espère que ce n'est pas trop grave et je lui souhaite un très très bon et rapide rétablissement. Donc, je me réjouis donc de tenir cette conférence, mais également, je me réjouis sur les tables rondes de cet après-midi, hein, où j'aurai l'occasion de revoir donc des collègues, hein, Jean-Marie Barbier, enfin, et d'autres, et j'aurai... voilà, en fait, ces tables rondes, enfin, celle de cet après-midi et demain, qui abordent les trois thématiques enfin, une partie de la thématique de la conférence, donc, que je vais apporter aussi dans ma présentation. Donc, dans ce sens, la présentation que je fais va effectivement englober un peu les différentes thématiques que vous traitez tout à l'heure dans les tables rondes et demain. Donc, l'objectif de cette présentation est de relier donc, les épistémologies donc, de l'éducation des adultes et de l'éducation des personnes âgées et valoriser également la dimension inter- voire transgénérationnelle de toute éducation. Voilà. Je vais essayer de lancer mon diapo. Voilà. OK. Voilà. Vous me dites si ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je me suis permis de modifier un tout petit peu l'intitulé donc de ma conférence, donc par rapport à ce qui était annoncé dans le programme, mais je reste évidemment dans le cadre de la thématique du colloque. La définition du public, donc les adultes dans la deuxième partie de la vie, est une hypothèse dont je tente d'expliquer tout à l'heure donc la pertinence pour les sciences de l'éducation. Dans un premier temps, je vais essayer de définir les termes que j'utilise, éducation et personnes âgées. Et après, on va regarder, enfin, je vais essayer d'approfondir la question de ces tripartitions de la vie qui conduit justement à l'idée qu'il existe des personnes âgées. Les troisième et quatrième parties donc, constituent, disons, les deux plats principaux donc de ces conférences. Donc, dans un premier temps, il s'agit de développer l'hypothèse d'une deuxième moitié de la vie, enfin d'une deuxième partie de la vie. Et ensuite, nous tentons d'argumenter donc sa pertinence pour la réflexion épistémologique en sciences de l'éducation. Voilà. À la fin, quelques mots, quelques conclusions, plus un mot d'ouverture. Voilà. Donc, au niveau des définitions, donc commençons avec le terme personne âgée en singulier ou pluriel. Donc, ça émane d'une tripartition de la vie en enfance, âge adulte et vieillesse. Les personnes âgées font partie du dernier groupe. Nous interrogeons ces tripartitions tout à l'heure. Ici, dans ce premier temps, nous constatons surtout la difficulté, voire l'impossibilité de trouver des critères de définition. On peut utiliser l'âge chronologique, qui est souvent justement utilisé pour des raisons de simplicité, du fait de sa mesurabilité dans les enquêtes économiques, sociologiques et psychologiques, et le plus souvent pour une exploitation statistique. Un autre critère qu'on pourrait utiliser, c'est la loi et d'autres réglementations qui ont également besoin d'un seuil précis pour définir l'âge. Un troisième critère, enfin parmi plein d'autres, est lié à la biologie. Donc l'apparition de maladies typiques de la vieillesse évoque donc la proximité avec le public de la gériatrie. Ces critères sont tous tout à fait cohérents et utiles pour les différentes disciplines et leurs besoins spécifiques.
mais ils ne sont pas forcément pertinentes pour notre réflexion sur l'éducation. Une personne n'apprend pas différemment le jour avant ou le jour après le départ à la retraite, ni le jour avant ou après avoir reçu la confirmation d'être touché par une maladie chronique. Évidemment, ces événements peuvent avoir une influence sur l'apprentissage de la personne, et la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de la formation, mais cette influence n'est pas forcément la plus importante. Donc, voilà. Donc, on peut interroger la pertinence éducative de ces critères et du coup pose la question, mais quels critères on peut utiliser? La deuxième notion est aussi complexe que variée, enfin, c'est l'éducation. Nous ne procédons pas à un développement détaillé, évidemment, cela nécessiterait plusieurs colloques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Donc, la définition donc, du terme éducation qui est utilisée dans cette conférence et dans mes travaux en général s'appuie sur un constat et un paradigme. Donc, d'abord le constat. Dans les différentes sphères linguistiques et culturelles, donc les mêmes mots ont des significations différentes. Donc, les Anglais parlent par exemple du training, learning ou education. Donc, on a bien l'éducation, education. Les Allemands parlent de Erziehung pour éducation ou Bildung. En France, le terme éducation est généralement assimilé plutôt aux enfants, voire seulement. C'est sur la base de la tradition, Durkheim et Piaget. Et bien que dans d'autres langues latines, comme par exemple le portugais, éducation s'utilise sans problème dans ce contexte adulte, comme le montre ce colloque. Voilà. Donc, pourtant même en France, depuis les années 1970, donc, mis à l'arrêt, et ses collègues ont justifié l'extension de l'éducation sur les adultes, voire les adultes plus âgés. Dans cette épistémologie, donc, la formation est une forme spécifique de l'éducation. Donc, dans cet esprit, nous avons essayé de trouver une définition qui réduit l'éducation à sa fonction la plus élémentaire, un peu comme a essayé de le faire Alberto Giacometti. D'ailleurs, lui, il l'a fait avec beaucoup de succès, voilà, par rapport dans ses sculptures. Il essayait de réduire à l'essentiel. Et donc, c'est un peu dans la même logique, mais sans doute sans la même perfection. Nous sommes arrivés à la conclusion, enfin à une définition pour nos besoins, que l'éducation est un soutien plus ou moins structuré apporté à un apprenant. Voilà. Donc, c'est l'objectif d'avoir une définition qui est très large, qui permet d'intégrer sans problème les personnes âgées. Voilà. Donc, après ce positionnement épistémologique des termes que nous utilisons, nous allons donc interroger la tripartition de la vie. Voilà, bon, l'énigme du sphinx, vous connaissez. Donc, elle est l'être doué de la voix, voilà, qui a 4 pieds le matin, etc., qui a permis, enfin, à Oedipe, de pouvoir aller finalement vers Thèbes, enfin, etc. Bon. On a raconté l'histoire. Donc, la réponse est effectivement l'enfant, l'adulte, la personne âgée. Donc, l'influence de cette tripartition dans nos sociétés modernes reste grande. Mais le modèle commence à montrer ses limites. Donc, les grandes institutions structurantes de nos sociétés sont calées toujours dans nos sociétés sur ces trois phases. Donc, il y a l'obligation scolaire pour les enfants, il y a le cadrage de l'activité économique par le droit du travail, et il y a la législation sur la retraite pour la vieillesse. Donc, cette tripartition reste toujours très prégnante dans nos sociétés, mais justement, elle commence à montrer ses limites. Donc, j'ai essayé de rassembler dans un graphique donc, ces quelques éléments. Donc, il schématise donc d'abord donc, les trois grandes phases du sphinx, enfance, âge adulte, les vieillesses, enfin les personnes âgées, et puis les institutions reliées, donc école, travail et retraite. Et le schéma montre aussi
le modèle, disons, des modèles éducatifs associés, hein, donc la pédagogie, l'andragogie et la gérontogogie ou chéragogie. Et donc là, il faut dire honnêtement que si la pédagogie est encore largement connue, l'andragogie est déjà surtout connue par un cercle relativement restreint de spécialistes, et chéragogie ou gérontogogie sont généralement vraiment des données qui circulent dans des sphères très ésotériques, hein, qui sont très, très peu connues. Voilà. Donc, les indications d'ailleurs de l'âge chronologique, c'est tout en bas, en tout petit, c'est un découpage que la Commission des communautés européennes a proposé il y a quelques années, qui est plus ou moins arbitraire. Voilà. Donc, pourquoi ça se fait tout seul? Ça ne devrait pas. Voilà. Donc, pour complexifier un peu ce schéma qui est à la base relativement simple, donc je propose d'ajouter quelques transitions, quelques exemples de transitions. Donc, on a la préadolescence, la post-adolescence, fondation d'une famille, rupture de carrière, fin de carrière, le passage à la retraite, l'âge de la fragilisation ou enfin la fin de vie. Voilà. Donc, parce que toutes ces phases qu'on a, enfin enfance, jeunesse, jeune adulte, etc., évidemment, on peut le découper encore en phases de transition et du coup, on arrive à un modèle qui devient assez compliqué. Donc, en réalité, la question est celle des ruptures ou de la continuité d'une vie humaine. Hein, si pour les disciplines universitaires comme la sociologie, la démographie, la psychologie, la catégorisation est nécessaire, pour les sciences individualisantes, comme les sciences de l'éducation, nous ne pouvons pas faire abstraction de la continuité vécue par la personne. Voilà. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui justifie, par exemple, une séparation d'une formation des adultes, d'une formation des personnes âgées? Serait-il pertinent de penser une formation de tous les âges et de tous les adultes? Voilà. Ou même voilà, une formation tout au long de la vie. Voilà. Toutes ces approches sont évidemment légitimes et justifiées. Les différences résident dans les prémices et théories préalables sous-jacentes. Hein, c'est les idées qu'on met avant de poser la problématique. Donc, les prochaines 4 images visualisent différentes perceptions que l'on peut observer à travers l'histoire de l'humanité et qui influencent nos théories préalables. C'est un choix. Hein, c'est surtout vous allez comprendre plus tard, enfin à la fin, à quoi ça nous mène, quelle est la fin. Donc, on commence avec l'image d'Épinal, hein, qui est bien ancrée dans nos imaginaires qui visualise donc l'idée de la vie en courbe. Hein, donc, débutant à la naissance, montant jusqu'au zénith, puis descendant vers la mort certaine. La perception, voilà, s'appuie sur l'évolution biologique du vivant. Cette représentation favorise une perception fortement déficitaire de la vieillesse qui est caractérisée surtout par le déclin. Il y avait un autre modèle, voilà, une représentation donc différente, est proposée donc par le psychologue Erik Erikson. Il perçoit donc la vie comme une succession de phases dont chacune nécessite des apprentissages spécifiques, ce qui rend le modèle intéressant pour les sciences de l'éducation. La courbe montante, voilà, montre bien la différence par rapport au modèle biologique. Voilà. L'effet marketing est indéniable, je l'admets. Mais cette idée n'est pas tout à fait nouvelle en soi. Parce qu'on avait déjà au XVIIe siècle, et on avait Jan Amos Komenský, voilà, donc, qui a proposé dans sa Pompédia donc, un modèle de 7 écoles. Voilà. On ne va pas approfondir. Mais donc, le modèle est traité souvent avec beaucoup de prudence, c'est parce que ce modèle est très moralisateur. Hein, c'est dans la tradition enfin, du XVIIe siècle. Hein, enfin, le communisme était très focalisé enfin, sur la religion, donc son modèle est très moralisateur. Mais si on fait abstraction de ces dimensions donc moralisatrices,
Et si on se concentre donc sur la structuration épistémologique du modèle, on peut identifier donc des éléments très innovateurs, pour ne pas dire précurseurs. Donc, Comenius a pensé effectivement une formation adaptée à toutes les phases de la vie. Mais le contenu est très moralisateur, et ce qu'il écrit sur l'école de l'âge avancé pour les personnes âgées, on peut dire aussi, c'est très déficitaire. Donc, il n'est pas forcément à prendre comme exemple, mais, enfin, par rapport au contenu des formations à l'idée, mais l'idée est une succession d'activités éducatives plus ou moins structurées, donc apparaît chez Comenius, et c'est intéressant. Donc, voilà. Donc ici, avec cette image, nous ne sommes plus exactement dans une schématisation à des fins éducatives de la vie, comme on a vu chez Comenius. Mais la représentation est quand même intéressante. En fait, c'est dans une grotte en Ardèche, donc c'est la grotte Chauvet. C'est des artistes inconnus et qui ont dessiné il y a 30 000 années ou probablement plus, donc des animaux sur les parois. Et donc, il y a ce fameux panneau des chevaux, qui montre un groupe de 4 chevaux. Et donc, les experts sont unanimes pour leur reconnaître un air de famille. C'est-à-dire, voilà, ils se ressemblent. Donc, on peut s'imaginer que c'est une suite généalogique, parce que même si c'est un air de famille, très manifestement, il montre différents âges. Voilà. Bon, l'interprétation que ce sera un symbole pour un découpage de la vie n'est pas confirmée par les spécialistes qui ont analysé ces dessins, mais l'image peut inspirer à l'idée de découpage effectivement en 4 phases. Donc, il tranche avec la perception antique des 3 phases. Donc, en simplifiant ce modèle, on arrive finalement donc à 2 phases de la vie, donc une première et une deuxième. Voilà. Donc, un peu sur la base de ces réflexions, et comme il y avait déjà des chercheurs qui ont évoqué ce mi-temps de la vie, donc la deuxième moitié de la vie comme pertinente, et il est apparu, enfin, effectivement pertinent de penser cette tripartition de la vie, de l'interroger pour en sortir, pour effectivement créer, à titre d'hypothèse, donc une approche, une perception un peu autre, et donc ce serait donc la deuxième moitié, enfin une première, une deuxième moitié de la vie. Donc, dans la littérature occidentale du XIVe siècle, donc voilà, et Dante Alighieri, donc dans cette Divine Comédie, d'ailleurs, il commence son ouvrage donc avec au milieu du chemin de notre vie, voilà, je me trouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Donc, il évoque deux aspects, effectivement, qui caractérisent cette moitié de la vie, ce mi-temps de la vie. D'abord, il évoque au milieu du chemin de notre vie. En plus, il évoque effectivement, c'est un moment de réflexion, et interprétation de la première partie. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, pour trouver une définition relativement simple de cette deuxième moitié de la vie, parce qu'évidemment, ce n'est pas un calcul arithmétique, on peut dire donc que la personne a le sentiment que le temps déjà vécu dépasse en longueur le temps qu'il lui reste à vivre, et cette personne se perçoit de fait dans la deuxième moitié ou de la deuxième partie de sa vie. Et donc, évidemment, c'est un moment qui est intuituellement perçu. C'est impossible de le définir de manière normative. Voilà. Et donc, nous faisons l'hypothèse que ce moment possède effectivement une signification importante pour l'éducation. Donc, justement, quelle peut être cette signification? C'est-à-dire en quoi une deuxième partie de la vie peut faire évoluer l'épistémologie. Donc, une première plus-value pour l'épistémologie, donc des sciences de l'éducation,
réside donc dans les particularités éducatives des adultes plus matures. Les enquêtes empiriques depuis les années 1980 et 1950 donc, mettent en évidence donc, des différences entre les adultes plus jeunes et les adultes plus âgés. Si on analyse ces écrits, donc, on peut procéder à une première catégorisation très large, mais qui permettent pourtant de cerner au moins certains champs justement thématiques qui permettent d'approfondir la compréhension des différences. Un premier champ, c'est l'hétérogénéité. Et bon, tout groupe d'apprenants est hétérogène. Hein, ça dépend des critères qu'on utilise, mais comme les adultes, dans la deuxième partie de la vie, avaient plus de temps pour se différencier des autres, voilà, il est plus difficile d'installer une homogénéité. Donc, la conséquence pour l'éducation est l'impératif d'utiliser des méthodes individualisantes, c'est-à-dire donc permettant une individualisation, ce qui est aussi souhaitable chez tout public. On est d'accord, mais chez les personnes dans ces deuxième moitié de la vie, l'hypothèse c'est que ça devient indispensable. Un deuxième point, c'est les modifications des temporalités. Donc, par définition, la personne qui se perçoit dans la deuxième moitié de la vie développe un autre rapport au temps. Ce dernier devient, en fait, sans surprise, plus précieux. Donc, ces adultes ont tendance à éviter des activités désagréables. Donc, et en plus, en vieillissant, avec une certaine liberté qui leur recogne, notamment quand ils partent à la retraite, ils peuvent progressivement se le permettre. Donc, la conséquence pour l'éducation est la nécessité de veiller à une atmosphère d'apprentissage agréable. Donc, et de travailler sur des objectifs atteignables dans ce temps raisonnable, donc relativement à court terme. Troisième aspect, c'est l'accumulation de l'expérience. Et ce troisième point est un élément central. On sait depuis Dewey que l'expérience est un élément important de la formation et de l'apprentissage, mais donc on sait aussi que l'expérience peut empêcher des apprentissages. Voilà. Donc, si un être humain construit des routines, donc a fait des expériences, a construit des routines, en fait, cette personne n'est plus obligée d'entrer dans des processus d'apprentissage. Donc, dans cette mesure, donc, les expériences peuvent progressivement empêcher les apprentissages. Voilà. Pour l'éducation, cela montre l'importance d'interroger de manière très critique les expériences que les personnes ont faites. Le quatrième point, c'est la modification ou les modifications de la perception, donc de soi-même, donc par soi-même et par les autres. Et disons, ce quatrième champ est inéluctable. Hein. Donc, il s'agit donc de la perception qu'ont les personnes de vous, ou de nous. Voilà. Donc, c'est les signes du vieillissement extérieur, notamment rides, cheveux gris, ralentissement général, etc., et que nous pouvons essayer de contourner, de ne pas y penser, etc. Mais donc, si on regarde dans ce miroir, on est confronté. Et si on a des enfants, on n'a même plus besoin de miroir, hein, parce que les enfants nous le disent et nous font remarquer déjà par leurs propres évolutions. Donc, ces évolutions peuvent être plus ou moins bien gérées par les personnes vieillissantes. Et une conséquence pour l'éducation est de ne pas véhiculer les préjugés faux et discriminatoires, comme quoi les personnes vieillissantes ne seraient plus capables d'apprendre. Hein, c'est quand même des idées reçues qui n'ont pas encore totalement disparu. Donc, au niveau de voilà. Voilà. Donc, est-ce que l'adulte, dans la deuxième moitié de la vie, pourrait être considéré comme un apprenant idéal typique? Hein? Ce serait donc un deuxième point que cette réflexion, cette intégration de ce public dans les sciences de l'éducation pourrait apporter. Donc, voilà, il faut que je le repère. Voilà. Donc,
le facteur donc, le plus important de la formation donc, pour les adultes plus âgés est la qualité didactique et méthodologique. Et ça tranche en quelque sorte avec la formation pour des publics plus jeunes ou d'autres aspects. Je ne dis pas que ça ne serait pas bien d'avoir aussi une qualité didactique et méthodologique, mais ces aspects peuvent être superposés par d'autres aspects. Donc, par exemple, justement, l'autorité. Donc, il y a deux éléments assez caractéristiques de la formation des adultes plus âgés, adultes dans la deuxième partie de la vie. Donc, il y a une inversion du rapport d'âge entre formateur et formé. Donc, l'apprenant est généralement plus vieux que l'enseignant. Un deuxième élément est la motivation pour participer à l'activité de formation. Donc, dépourvu de toute motivation extrinsèque, comme une carrière professionnelle, une obligation scolaire, l'apprenant dans la deuxième partie de la vie, et surtout les apprenants à la retraite encore plus, s'engagent dans un processus d'apprentissage pour le plaisir que constitue apprendre en soi-même. Donc, mais ce fait de cette liberté des apprenants plus âgés, qui est très exigeante pour les enseignantes, et ce fait a aussi, enfin, il y a un revers de la médaille. Donc, ce même facteur contribue au fait que toutes les personnes ne disposent pas des compétences nécessaires à l'apprentissage et en sont exclues de fait. C'est sans doute dans le travail sur les noms publics, il faudrait focaliser les recherches dans les années à venir. Parce que si on constate que certains nombres d'adultes plus âgés apprennent très bien, il y en a beaucoup d'autres qui ont effectivement des difficultés. Et comme justement il y a une absence de ces moyens, un peu de pression, de motivation extrinsèque qu'on a sur des publics plus jeunes ou des professionnels pour leur carrière, c'est une vraie question. Comment motiver, comment soutenir l'apprentissage des adultes plus âgés, donc, mais qui sont éloignés de la formation, qui n'ont pas les compétences ou pas encore les compétences nécessaires. Donc, on arrive au... Ouais, je suis bien dans le temps. On arrive donc déjà à la fin, voilà. Donc, en conclusion, donc, nous pouvons retenir donc 3 points. Donc, d'abord, les personnes peuvent apprendre du début jusqu'à la fin de la vie. C'est pas forcément un scoop, au moins pas pour certaines personnes, mais il est vrai qu'il y a quelques années encore, même les psychologues cognitivistes pensaient que effectivement, c'est un moment, c'est plus possible de construire des nouveaux liens synaptiques dans le cerveau. Et ça, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Le cerveau a une très grande plasticité et un être humain peut apprendre jusqu'à la fin de la vie, dans le cadre d'un vieillissement normal, évidemment, mais qui touche quand même une très grande majorité des personnes. Il y a des enquêtes qui montrent que même des personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer peuvent apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc, apprendre est nécessaire pour... Voilà. Apprendre n'est pas seulement nécessaire, mais indispensable dans toutes les phases de la vie pour s'adapter et se mettre à jour et finalement aussi bien vieillir. Donc, la recherche en sciences de l'éducation est nécessaire pour permettre l'accès pour tous à cette formation. Voilà. Ça, c'est le résumé. Et donc, comme j'en ai pas encore parlé, enfin, j'en ai parlé un peu, mais pas de manière très explicite, donc de cette dimension aussi intergénérationnelle. Et donc, j'ajoute un dernier aspect, donc que je reprends un peu ce schéma. Et voilà. Donc, dans la rupture contre versus la continuité, voilà. Et donc, je vous propose une petite expérience. Voilà. Si vous fermez les yeux et si vous essayez de vous souvenir comment cela fait si vous mettez votre langue sur une pierre chauffée par le soleil, vous vous rappelez probablement immédiatement du coup sur la langue et de la sensation légèrement sablée de cette expérience. Donc, si c'est le cas,
vous avez la preuve, effectivement, qu'en vous dort toujours le petit enfant que vous étiez. À moins que vous avez fait cette expérience récemment, mais c'est probablement plutôt improbable. Donc, nous pouvons conclure donc, que la continuité implique que la personne présente, c'est-à-dire nous, vous, moi, et voilà, mais possède en elle le souvenir de toutes les phases de la vie antérieure et de toutes les expériences. Donc, dans cette mesure, l'apprenant, donc vous, moi, avec tout le monde, les enfants, les jeunes adultes, les adultes plus âgés, enfin tout le monde, voilà, en fait, est multigénérationnel en soi. Ce n'est pas un scoop, hein, on le sait très bien qu'on a des souvenirs, mais c'est utile de s'en rappeler quand on réfléchit à l'éducation dans les différents âges de la vie, parce que justement, un être humain n'est pas seulement l'être qu'il est aujourd'hui, il n'est pas en instantané, mais il a en lui toutes les phases et les souvenirs. Et ça, c'est à la fois une très grande richesse, pardon, j'ai oublié de mettre, voilà. C'est à la fois une très grande richesse pour l'éducation, mais en même temps, une très, très grande difficulté, surtout si on travaille avec un public plus âgé, donc des adultes de la deuxième moitié de la vie, et si on veut travailler aussi dans une dimension intergénérationnelle. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que j'arrête? Obrigado, professor Dominique. Merci bien, Dominique. On a respecté le temps. Donc, portanto, agora vamos passar a conjunto de questões, a ver se eu consigo traduzir bem o sentir dessas mesmas questões. Uma primeira pergunta que é colocada, se eu bem entendi ou se nós bem entendemos, é de que modo é que as próprias relações que se estabelecem entre as gerações... Desculpe interromper-te, Fernando. Será que o Dominique está a acompanhar a tradução simultânea em francês? Dominique, est-ce que tu es en train d'accompagner la traduction ou pas en français? Non, j'ai entendu le portugais. Ok. Après, je comprends parfois quelques mots, mais... J'essaie de poser la question en français. La question est de quelle façon est-ce que les relations qu'on puisse établir entre générations contribuent pour les perspectives de formation intergénérationnelle elles-mêmes. Ok, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris. Donc, la question c'est... Dominique, excusez-moi. En bas, sur l'écran, tu as la possibilité de choisir la langue. Tu vois en bas, tu as le portugais, le français. Bon, quand je parle en français, tu n'as pas besoin, mais... Non, attends. Il y a, quand tu appuies là dans le souris, il y a un globe à côté de lever la main. Ah oui, ok, c'est bien. Ça, et après, vous pouvez choisir le français. Et ça serait là, j'ai mis sur français. Parfait. Bon. Merci beaucoup. Oui, c'est parfait. Oui, très bien. Très bien, merci. Bom, então eu vou colocar de novo a questão em português, que é capaz de ser mais simples. De que modo é que as próprias relações que se estabelecem entre as gerações contribuem para o desenvolvimento de uma perspectiva de formação intergeracional? Talvez seja mais claro assim. Não sei. La question, évidemment, elle est pertinente, hein, parce que justement, c'est une question, enfin, c'est un objectif hein, des activités intergénérationnelles. Après, comme je viens, enfin, ou d'essayer d'expliquer, en fait, c'est très complexe, parce que justement, nous, en fait, disons, intergénérationnel, vous avez un
un enfant adolescent de 15 ans, et vous avez quelqu'un qui a mon âge, au milieu de la cinquantaine, voilà. Donc, l'enfant n'est pas seulement l'enfant de 15 ans. L'enfant de 15 ans a toutes ces différentes expériences de toute sa vie en lui. Bon, jusqu'à 15 ans, voilà. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai tout ça en moi. Et donc, du coup, le travail, donc si on mélange les générations, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe très naturellement dans les familles, mais qui se passe moins naturellement, au moins on a l'impression qu'il se passe moins naturellement dans des institutions scolaires, par exemple. Donc, si on relie deux personnes, et ces personnes vont à la fois se rencontrer comme appartenant à des générations différentes, mais en même temps, ils vont aussi se rencontrer en intérieur avec moi, comme plus vieux, avec l'adolescente que j'étais. Je ne peux pas m'empêcher de comparer cette adolescente avec qui je suis en contact, hein, qui a 15 ans, à ce que moi j'étais quand j'avais 15 ans. Et pour lui, probablement, il se projette et il s'imagine quand j'ai 55 ans, ben, comment je serai. Donc, c'est une dimension du travail intergénérationnel qui est toujours présente et qui est toujours psychologique. Hein, enfin, qui est aussi interne, au-delà de la rencontre qui peut se faire. Mais, en général, on connaît relativement peu de situations où l'éducation n'est pas d'emblée intergénérationnelle. Hein, comme moi, je suis avec mes étudiants, c'est une rencontre intergénérationnelle. Quand moi, j'étais à l'école, comme enfant, ben, mes profs étaient beaucoup plus vieux que moi. Sauf si vous êtes vraiment dans les groupes de pairs, généralement, vous avez toujours des personnes qui ont des âges différents. Et dans cette mesure, le travail intergénérationnel, c'est quelque chose qui existe tout naturellement dans quasiment toutes nos situations de vie. Et la vraie question derrière, c'est surtout comment on peut valoriser cette expérience, enfin, ces relations qui existaient déjà. Donc, dans ces mesures, ce n'est pas forcément nécessaire d'essayer de construire des rencontres intergénérationnelles, mais de déjà utiliser ceux qui existent déjà pour essayer de les faire et de les faire fructifier, disons, de permettre aux participants de réfléchir à l'impact que ça a et à la signification. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai l'impression que j'ai répondu un tout petit peu à côté, mais j'espère quand même que j'ai pu apporter quelques éléments. Sim, Dominique, creio que sim. Depois a Lívia poderá dizer se sim ou se não. Uma outra questão que talvez seja, digamos, oportuno colocar ao Dominique, não sei se é uma ideia que já tem trabalhado, mas que é colocada pela Maria Cristina, que é a ideia de se, em vez de escolas compartimentadas por gerações, como temos hoje, se faria sentido, no futuro, uma escola que englobasse as diferentes gerações, uma escola intergeracional. Talvez isso contribuísse para, digamos, o maior envolvimento ativo das gerações para o desenvolvimento de competências de vida, porque uns ajudam os outros e compreendem melhor os outros. Oui, tout à fait. Mais effectivement, en fait, on l'a déjà. Toutes nos institutions universitaires sont déjà intergénérationnelles. Hein, c'est-à-dire, il y a des mélanges, mais il y a des rôles différents. Donc, je suppose que votre question est plutôt la question, effectivement, comment mélanger des apprenants d'âges différents. Et là, on peut faire l'hypothèse que par le passé, les institutions, disons, scolaires universitaires étaient très mélangées. Hein, voilà, il y avait différents. Donc, cette séparation des générations, c'est quelque chose de relativement récent, hein, dans le développement de nos organisations et institutions scolaires.
Et donc, plus particulièrement à l'université, depuis quelques années déjà, et de manière de plus en plus importante, ben, on est amené à réfléchir à l'intégration des personnes plus âgées, justement des adultes, que moi j'appellerais les adultes dans la deuxième moitié de la vie. Nous, dans notre master en sciences de l'éducation, donc à Mulhouse, en Alsace, on a régulièrement, enfin tous les ans, on a 1, 2, 3, 4 personnes qui ont 40, 50, certaines en 60 ans ou même plus. Hein. Et ça, effectivement, on constate à la fois que c'est assez exigeant pour les enseignants, parce que entre les étudiants qui sont en formation initiale, qui sont habitués à écouter, à écrire et tout, qui ne discutent pas trop, et les personnes beaucoup plus expérimentées qui, eux, participent, et parfois aussi assez critiques. Hein, c'est, voilà, ils ne s'acceptent pas tout. Et donc, c'est assez exigeant, parce que là, on est aussi dans l'hétérogénéité. Mais en même temps, c'est comme vous dites, c'est extrêmement enrichissant. Et ça, on constate régulièrement, si on arrive à créer, qu'ils ont une bonne atmosphère de travail, c'est impressionnant les synergies. Justement, en fait, c'est sans surprise, hein, mais effectivement, ceux qui sont repris d'études, ben, ils profitent du soutien des plus jeunes par rapport au concept, etc., qu'ils ne connaîtraient pas, hein, parce que ça fait déjà quelques années qu'ils ont fait leurs études. Par contre, pour les plus jeunes, ben, eux, ils peuvent profiter entre guillemets, de l'expérience, mais surtout aussi du carnet d'adresses. Hein, parce que pour trouver un stage, ben, c'est bien s'il y a quelqu'un qui a une expérience de 20, 30 ans et dans le domaine et qui a ben, des centaines d'adresses où il peut trouver. Donc, c'est effectivement, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de synergie et qui est extrêmement précieux, efficace, mais à condition que c'est bien encadré, que c'est bien accompagné. Et comme j'ai dit au début, c'est pas forcément facile pour les enseignants. Moi, j'ai des retours de collègues, effectivement, qui personne dit que c'est pas bien, hein, de mélanger les publics, mais ils disent c'est quand même exigeant. Il faut penser l'enseignement quand même un peu différent si on a un public mixte. Et bon, si je peux me permettre d'ajouter, c'est justement un peu une des hypothèses que je fais, hein, par rapport à ce public d'adultes dans la deuxième moitié de la vie. De manière générale, les formateurs ou les enseignants, etc., ont relativement peu de connaissances, de savoir sur comment soutenir justement ces adultes plus âgés dans leur processus de formation. Un petit exemple, c'est par exemple au niveau cognitif, il y a des indications que ben, le fonctionnement du cerveau évolue. Et c'est-à-dire, si on résout un problème à 55 ou 60 ans avec les mêmes techniques qu'on a utilisées quand on avait 20 ans, généralement, les performances sont plus mauvaises. C'est-à-dire, c'est ce que les spécialistes de la formation des adultes constatent, enfin, surtout empiriques, hein, ceux qui travaillent sur le terrain, constatent depuis les années 1950, ben ça se confirme au niveau donc, de la psychologie cognitiviste, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions dans la manière d'organiser même les savoirs, c'est-à-dire en vieillissant. Ce qui prouve aussi que on s'appuie uniquement sur ces expériences, enfin, ou pour dire simple, si une personne qui a 50 ans ou 50 ans, qui reproduit les techniques d'apprentissage que ces personnes utilisaient à 20 ans, il y a une forte chance qu'elle aura beaucoup de difficultés. Donc, il faut qu'elle invente, qu'elle découvre des nouvelles méthodes pour apprendre. Et si ça, elle réussit, normalement, il y a presque pas de France. Elle peut vraiment très bien, mais ça, il faut se donner cette liberté de ne pas s'appuyer sur ces expériences, mais d'en faire des nouvelles. Muito bem, Dominique. Eu acho que ainda temos tempo para mais uma questão. Não sei se os colegas que estão presentes aqui como palestrantes querem também colocar alguma questão, mas eu fazia uma pergunta do Vítor Rosa, que faz uma citação do Victor Hugo, que diz que l'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir entre son âge tous les âges. É uma citação que deves conhecer bem. A pergunta, ou as perguntas
as perguntas serão porque é que a velhice é conotada tão negativamente na nossa sociedade e porque é que as casas, os lares que recebem os idosos são também tão negativamente conotados. Se há alguma explicação para isso do teu ponto de vista? Oui, oui, bon, il y a différents modèles explicatifs. Hein. Moi, disons, celui qui me paraît assez cohérent et plausible, en fait, c'est celle qui est en lien avec ce qu'on appelle le agisme. Hein, et ageism. Hein, c'était un concept qui a été conceptualisé enfin, dans les années 60, 1960 par un gériatre et qui décrit effectivement la discrimination standardisée envers un public d'un âge spécifique, mais généralement, ça concerne les personnes plus âgées. Il y a différentes théories qui essayent de l'expliquer. Une qui me paraît effectivement relativement simple et plausible, c'est la théorie de la gestion de la terreur. Ça n'a rien à voir avec le terreur à l'activité. En fait, c'est comme la vieillesse, c'est la dernière phase de la vie, qui se termine inéluctablement avec la mort, et comme la mort, c'est un sujet tabou, même si on sait on va mourir, on ne veut pas y penser. Donc, du coup, quand on voit une personne âgée, elle nous fait penser inéluctablement à la finitude de notre vie, et ça, c'est quelque chose qu'on veut évacuer, et donc, du coup, on a tendance à péjorer, effectivement, à considérer les éléments de la vieillesse, enfin, qui caractérisent la vieillesse comme péjoratifs. Après, il y a aussi c'était la courbe montante et descendante, hein, c'est l'image d'Épinal, c'est-à-dire, vieillir, c'est quand même un processus biologique, hein, effectivement, qui est. Enfin, ceux qui ont déjà entamé un peu effectivement cette phase de la deuxième moitié de la vie savent que, bon, il y a certains avantages, hein, mais après, il y a aussi pas mal d'inconvénients. Il y a des maladies chroniques, hypertension et des trucs comme ça, et ça s'empire. Et donc, biologiquement, c'est quelque chose qui est difficile. Hein, voilà, il faut le gérer. Mais la question qui se cache un peu derrière la question que vous avez posée, c'est aussi pour quelle raison on ne peut pas valoriser davantage justement cette expérience, hein, cette richesse. Et ça nous renvoie justement à l'éducation. C'est-à-dire, pour valoriser la richesse, pour qu'un jeune peut trouver une personne plus âgée intéressante, il faut que cette personne plus âgée, sauf si c'est dans la famille, là ça se passe bien, mais dès que c'est à l'extérieur, il faut que la personne plus âgée est intéressante pour le plus jeune. Et là, du coup, il ne suffit pas de raconter ses expériences, hein, comme personne plus âgée. Ça intéresse peut-être les jeunes s'ils veulent être sympas, mais si on veut vraiment les intéresser, les jeunes, il faut déjà soi-même réfléchir quelles ont été mes expériences et surtout, qu'est-ce que j'en ai tiré? Et qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui pour ma vie? Et surtout, de ce que j'ai pu apprendre de ça, qu'est-ce que je peux transmettre aux jeunes qui peut être aussi intéressant pour eux? Et ça nécessite effectivement un processus d'apprentissage, de réflexion, de remise en question, justement, moi, je fais l'hypothèse que ça nécessite des processus d'apprentissage, justement, qu'on n'attribue pas forcément aux adultes plus âgés. Et si on regarde dans notre société, il y a très, très peu d'incitation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu globalement. Vamos ver o que é que... Penso que sim, pelo menos o Vítor ainda não nos deu feedback, mas penso que sim. A resposta também não é uma resposta simples, não é? E há diferentes modelos explicativos. Muito bem. Não havendo mais nenhuma questão, queria reafirmar os nossos agradecimentos ao Dominique. A AFIRS Portugal teve muito prazer na sua participação. Espero que todos os participantes tenham também aproveitado estes excelentes momentos de partilha
E damos então por encerrada a sessão, esta conferência. Os trabalhos, como sabem, e o tema vai ser continuado na mesa redonda que irá ter lugar a seguir. Estamos todos convidados e então até já.